Bienvenue à tous. C'est le 6e chapitre de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Nous allons vous introduire au monde des alimentations linéaires et des diodes à travers 5 vidéos plus courtes. Ce chapitre a été écrit par Bala Sanka et révisé par Gergely Laglaire et Gabor Proxa. Notre présentateur aujourd'hui est Ambrush Zelahi. Bienvenue et veuillez vous présenter. Merci pour l'introduction. J'ai été enseignant et chercheur à l'Université de technologie de Budapest pendant environ 15 ans dans le domaine de l'ingénierie mécanique, y compris la mécanique newtonienne. Actuellement, je travaille à l'Université Széchenyi István à Győr, où je suis responsable du développement de véhicules. Cela signifie essentiellement vérifier les propriétés des véhicules par simulation, et dans la plupart des cas, encore à l'étape de conception, Crystal Clear Electronics est nouveau pour moi, mais j'ai obtenu mon diplôme en tant que technicien en mécatronique au lycée, où l'enseignement de l'électronique et de l'ingénierie électrique était tellement approfondi que je me souviens encore du principe. J'ai failli devenir ingénieur électricien, mais il y avait aussi beaucoup d'électricité dans l'ingénierie mécanique. Je suis très heureux et honoré de faire partie du projet Crystal Clear Electronics. Pour les vidéos sur les alimentations linéaires et les diodes, Danny de Pivco sera mon partenaire. Pouvez-vous dire quelques mots sur vous ? Merci beaucoup. Je suis actuellement étudiant en 4e année à l'Université de technologie et d'économie de Budapest que vous avez mentionné plus tôt. Commençons et voyons ce que fait une alimentation. D'accord, merci. D'abord, concentrons-nous sur l'alimentation de nos appareils électriques. On ne s'en rend presque pas compte dans notre vie quotidienne, mais la plupart des appareils que nous utilisons nécessitent une sorte d'alimentation énergétique. Un vélo, par exemple, fonctionne grâce à l'énergie humaine. Les voitures plus anciennes convertissent l'énergie du carburant dans lequel elles sont remplies en énergie cinétique, tandis que les voitures plus récentes fonctionnent à l'électricité, tout comme de nombreux autres appareils tels qu'un fer à repasser, une machine à laver, un ordinateur, télécommande de télévision ou même un téléphone portable. L'énergie peut être fournie de plusieurs manières. Par exemple, une télécommande peut être alimentée par des piles jetables ou rechargeables. Le téléphone a une batterie. À l'intérieur de la télécommande et du téléphone, il y a aussi une alimentation. C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui, et cela garantit que les circuits reçoivent le même niveau de tension, même lorsque la batterie ou l'accumulateur est à moitié déchargé. Et qu'en est-il des chargeurs, comme ceux que nous utilisons pour charger nos téléphones ? Est-ce qu'ils entrent dans cette catégorie ? C'est exactement où ils doivent être. Il vous faut aussi une alimentation pour charger la batterie du téléphone. Mais il existe de nombreuses sources d'alimentation différentes. Vous pouvez charger votre téléphone à partir d'une prise secteur de 230 W AC, d'une sortie USB de 5V sur votre ordinateur, d'un allume-cigare de 12V, DC, dans votre voiture, ou même d'un panneau solaire. Le téléphone n'est pas conçu pour se charger à partir de temps d'entrée différentes. C'est l'alimentation qui est responsable de fournir la tension nécessaire pour charger dans une situation donnée. Donc, selon comment je veux charger mon téléphone, j'ai besoin d'un chargeur ou d'une alimentation différente. Alors, comment pouvons-nous résumer brièvement la définition des alimentations ? Merci pour votre question. Une alimentation, aussi connue sous le nom de source d'alimentation, est un appareil qui convertit l'énergie électrique d'une entrée en une sortie adaptée à l'appareil que vous souhaitez y connecter. Elle essaie généralement de maintenir cette tension de sortie, peu importe quel appareil est connecté à la sortie. Donc, les alimentations nous permettent d'alimenter nos appareils à partir de plusieurs sources différentes. Par exemple, une alimentation peut avoir une entrée de 230 W AC, tandis que sa sortie est de 5V DC. Exactement. Et nous avons préparé une petite démonstration, Danny, s'il te plaît. Montre-nous notre outil. On peut se retrouver dans une situation où notre appareil, qui est maintenant à un niveau laser, fonctionne sur batterie. Mais malheureusement, les batteries sont en train de s'épuiser. Ici, nous pouvons calculer que ces 3 batteries de 1,4 W, les batteries fourniront un total de 4,5 V, tant qu'elles sont encore chargées. Plus tard, cela peut être réduit à aussi peu que 3 V. Donc à partir de cela, nous pouvons déduire que si nous prenons cette alimentation que vous voyez dans le matériel écrit, et que nous réglons sa tension de sortie entre 4 et 4,5 V, et que vous le connectez à votre appareil de nivellement laser, il fonctionnera parfaitement et vous aurez contourné le problème en obtenant les 4 volts de l'alimentation plutôt que des batteries.
Le problème, c'est que les 4,5 ne concernent pas les éléments, mais nous allons garantir la sécurité du. Et cet exemple montre très bien que vous avez pris l'entrée de l'alimentation à 230 volts, n'est-ce pas? Donc, vous avez branché une extrémité dans la prise et l'autre extrémité est connectée à notre appareil de nivellement laser. Vous avez vu que pour chaque appareil, il faut choisir l'alimentation appropriée en fonction de sa conception interne. Pour cela, nous devons connaître les propriétés des alimentations aussi, pas seulement les propriétés de l'appareil. Exactement. L'alimentation a une entrée de 230 volts et une sortie de 4,5 volts pour l'appareil connecté. La sortie est l'entrée pour l'appareil. La sortie de l'alimentation est, bien sûr, l'entrée pour l'appareil connecté à l'alimentation. En connaissant la définition des alimentations, peut-on parler de leurs propriétés importantes? Oui. Voyons quelles sont les caractéristiques les plus importantes des alimentations. Les principales propriétés de l'alimentation sont les paramètres de sa sortie et de son entrée, ainsi que son efficacité. Parmi ces trois choses, la sortie est probablement la plus intéressante au départ, car c'est l'entrée pour l'appareil connecté à l'alimentation. C'est aussi intéressant que l'alimentation essaie de maintenir la tension de sortie, peu importe l'appareil qui est connecté. Oui. Commençons par la sortie de l'alimentation. Ici, nous allons essayer quelques circuits fonctionnels, comme vous pouvez le voir ici sur la plaque d'essai, et ne vous inquiétez pas au début, nous allons le construire étape par étape et expliquer pourquoi toutes ces pièces sont là et à quoi elles servent. La plupart des alimentations produisent une tension spécifiée, mais il existe des alimentations dont la tension de sortie peut être réglée à différents niveaux. Voici les alimentations de laboratoire typiques, vous en voyez deux ici, ou celle que nous venons juste de voir. Ici, nous allons juste vous montrer quelques petites choses. C'est une alimentation à double canal. Ce qui signifie qu'il y a deux sorties, et je peux ajuster la tension et la limite de courant sur les deux sorties de manière indépendante. De la même manière, la plupart des alimentations peuvent contrôler leur tension de sortie. Cela signifie qu'à cause du contrôle, le niveau de tension de sortie de l'alimentation restera constant, peu importe comment le courant change à sa sortie. Prenons l'exemple de l'allume-cigare de la voiture, qui produit 5 V, à partir d'une tension de 12 V, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Le niveau de tension reste à 5 V, même si notre téléphone n'est pas connecté. Dans ce cas, il n'y a pas de consommation de courant, donc le courant de sortie de l'alimentation est de 0A. Et le niveau de tension de sortie est aussi de 5 V. Si nous chargeons notre téléphone, qui consomme, par exemple 1A, Je comprends que réguler la tension de sortie signifie que la tension de sortie reste constante, peu importe la charge. Mais ce serait intéressant de voir ce qui se passe quand la sortie n'est pas contrôlée. ce serait vraiment excitant, et c'est aussi notre première étape dans le projet. Il est préférable de voir comment fonctionne un simple diviseur de résistance, aussi connu sous le nom de diviseur de tension. Comme son nom l'indique, l'appareil est conçu pour délivrer seulement une certaine fraction de la tension d'entrée à la sortie. C'est la pièce dont nous allons maintenant avoir besoin. Sur le schéma, vous pouvez voir une photo et le schéma de câblage de l'appareil que nous allons construire. Alors maintenant, mesurons la tension à la sortie du diviseur de résistance, c'est-à-dire entre les deux pattes de la résistance de 680 ohms. Rappelez-vous ce que nous avons appris sur la mesure de la tension dans les chapitres précédents. Si nous avons bien travaillé, nous devrions théoriquement mesurer une tension d'environ 4,8 volts. Mesurons aussi le courant qui passe à travers les résistances. Ça pourrait être autour de 7,1 mA. Comment avons-nous calculé tout ça? Peut-on résumer pour les spectateurs? Oui, nous avons calculé en utilisant la loi d'Ohm. Vous pouvez voir sur la formule. Le courant est calculé en divisant la tension d'entrée par la somme totale des deux résistances, R1 plus R2, donc 12 volts divisé par 1 kΩ, plus 680 ohms pour un total de 1680 ohms. Ça donne 7,14 mA. C'est une valeur théorique, qui est le courant qui va passer à travers les deux résistances.
La tension à travers la résistance R2, aussi être calculée en utilisant la loi d'Ohm. En connaissant le courant, nous pouvons déterminer que la tension de sortie, le courant qui passe à travers les deux résistances, multiplié par la valeur de la résistance R2, qui est de 7,14 mA, donc, juste ce que nous avons obtenu, multiplié par 680 ohms, la valeur de la résistance de sortie, on obtient 4,186 volts, qui est la tension qui apparaîtra à la sortie. Donc, avec une tension d'entrée de 12 volts, le circuit devrait produire 4,86 volts. Pourquoi obtenons-nous quelque chose de bizarre? Très bonne et très importante question. Notre vrai objectif était de produire environ 5 volts, mais nous n'y sommes pas tout à fait. Mais il est important de savoir qu'on ne peut pas acheter des résistances de n'importe quelle valeur dont on aurait eu besoin. Les fabricants de résistances ne pourraient pas produire une variété infinie. Donc, ils fabriquent principalement des valeurs que vous pouvez facilement combiner pour obtenir la valeur souhaitée, faire, à partir de laquelle vous pouvez encore simplement prédire la valeur la plus désirée. La plupart des fabricants utilisent cette soi-disant série E12. Cela signifie qu'il y a 12 valeurs entre 1 et 10. C'est-à-dire que les valeurs typiques des résistances entre 1 ohm et 10 ohms sont 1, 1,2, 1, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 1,12, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 5,6, 6,8 et 8,2 ohms. Et ensuite, tu peux multiplier ça par différentes puissances de 10. Donc tu peux acheter des résistances de 68 et 82 ohms par exemple, ou des résistances de 680 et 820 kOhms. Et si on avait la patience, on pourrait combiner ces résistances pour que la sortie de notre alimentation génère exactement 5 volts. Donc, je pense que je vais mesurer la tension réelle à la sortie, dans ce cas. Je la mesure à 4,93. Pourquoi est-ce que c'est à peine différent de la valeur calculée? Eh bien, oui, c'est encore une question très intéressante. On allait faire 5 volts, mais on a découvert qu'on faisait 4,86 volts. Volts avec ses résistances. Et ça nous a encore donné une valeur différente. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, la valeur des résistances n'est pas exacte. Leur valeur réelle est généralement dans une fourchette de plus ou moins 5% de leur valeur nominale. Deuxièmement, la précision de notre instrument de mesure, le multimètre numérique, n'est pas parfaite. Le fabricant de l'instrument garantit seulement que tu vas mesurer à quelques pourcents près de la vraie tension. Si on mesure une valeur d'environ 7,15 volts, alors on a raté quelque chose au niveau du câblage. Si c'est arrivé, examine le circuit. Et ensuite, il faut regarder la relation. Ça voudrait dire qu'on a échangé les résistances, mais les 4,93 volts mesurés sont corrects. Heureusement, les inexactitudes ont rapproché la valeur réelle des 5 volts souhaités et valeur en volts. Eh bien, les gens font des erreurs. On peut faire une erreur. Donc si on mesure ce 7,15, ça veut dire que les deux résistances sont échangées. Eh bien, ça peut toujours arriver, même si tu fais ton travail aussi précisément que possible. Donc tu veux dire des erreurs comme connecter trop de tension à l'entrée? Exactement. On en parlera plus tard. Maintenant, essayons notre diviseur de tension de 5V. Entrez à nouveau dans le schéma. Un bon test serait de connecter une LED à la sortie et de voir si elle s'allume. La LED peut être utilisée en toute sécurité avec cette tension d'environ 5V. En connectant une résistance de 330 Ω en série avec elle, voyons ce qui se passe. Je vais maintenant connecter cette résistance et LED à la sortie. Tout simplement la résistance de 330 ohms et la LED à la sortie. Tout d'abord, il faut faire attention au câblage des LED, donc ce n'est pas un hasard si vous les avez mises de cette façon, mais on en parlera un peu plus tard. Bien joué! Je vois que notre circuit fonctionne. Oui, mais en général, la LED est plus lumineuse, si je me souviens bien. Ouais, tu m'as eu. Bien dit. En fait, ce qui se passe ici, c'est que notre tension de sortie n'est pas aussi élevée qu'elle devrait l'être. Donc, on vient de découvrir.
que ça signifie que la sortie de notre alimentation n'est pas régulée et pourquoi la régulation est nécessaire. Mesurons à nouveau la tension au même point entre les deux points. C'est notre tension d'alimentation à la sortie du diviseur de tension. Je mesure ça à 3,28 volts. Ouais. Donc on obtient cette valeur d'environ 3,3 volts au lieu de la valeur théorique de 4,86 volts. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a chargé le diviseur de résistance avec la diode et la résistance, et ça a fait chuter la tension de sortie. Donc, notre diviseur de résistance n'est pas capable de réguler. À l'intérieur des alimentations, les diviseurs résistifs ne sont pas utilisés pour la conversion. Pour cela, les valeurs des résistances à l'intérieur devaient être changées en continu en fonction de la charge. Je pense qu'on a beaucoup appris sur les bases du fonctionnement des alimentations. On va dire au revoir pour un moment. C'était la première partie du 6e chapitre du programme Crystal Clear Electronics. Dans la prochaine vidéo, on va revoir ce qui se passe à l'entrée d'une alimentation. Au revoir. Au revoir.